Ils étaient descendus à près de 3000 mètres de profondeur pour se mettre au même niveau que la frégate des veilleurs. Morgan ajusta la pression interne du navire à 300 bars, la pression maximum considérée comme sûre. Malgré les modifications génétiques subies par l'espèce humaine sous le règne des généticiens, on continuait de risquer la narcose des profondeurs au-delà de ce seuil. En égalisant la pression entre l'intérieur et l'extérieur, ils éviteraient de passer un temps fou dans le sas, surtout s'ils devaient faire plusieurs allers-retours entre leur navire et l'épave. On n'aurait jamais dû partir. Roman Ozintsev avait à peine murmuré. Peut-être même avait-il parlé à haute voix sans s'en rendre compte. Karlak réagit avec son habituelle véhémence. « Quoi ? T'as dit quoi ? Pourquoi on n'aurait pas dû partir ? C'est cool de voyager un peu, de changer de décor. En plus, on a un super sous-marin !» Parce que dans ce monde de merde, les choses vont mal tourner, c'est un fait. On ne sait même pas si Perdition sera encore là à notre retour. Si on revient. « Oula, toi aussi tu te drogues ?» Le scientifique leva les yeux au ciel sans répondre. Morgan sirotait un verre d'eau dans un coin de la pièce, les mains encore couvertes de graisse de moteur, sans intervenir. Elle gardait un œil sur l'écran du sonar, au cas où il serait pas seul. « Eh ouais, évidemment qu'on va crever !» s'exclama la mutante. « Mais en attendant ce jour funeste, on va vivre. Alors autant en profiter un max !» Elle jeta un coup d'œil à l'alliance qu'Ozintsev triturait inconsciemment. « C'est elle qui te manque ? Elle est où ? On peut peut-être la chercher ? Faut la sortir de l'Alliance polaire, c'est ça ? C'est jouable maintenant. On a un putain de sous-marin !» Elle est plus là. « Ah, mais laisse-le tranquille, » lança Morgan. « Eh bien, je pourrais te proposer des meufs sympas pour te changer un peu les idées, » continuait Karlak comme si elle n'avait pas entendu. « Je parle pas forcément de moi, hein, mais faut te changer les idées, là. » Roman Ozintsev leva ses yeux là, et son regard passa de la mutante à la peau rouge aux écrans du poste de pilotage. « La pression est presque égalisée, » lança-t-il. « Allons enfiler les armures. » La porte du sas s'ouvrit sur les ténèbres. À côté de Perdition, il y avait un tout petit peu d'éclairage extérieur, de quoi offrir quelques lueurs lointaines lorsqu'on plongeait. Ici, à 3000 mètres de profondeur et à plusieurs centaines de kilomètres de la première station connue, il n'y avait absolument rien, pas la moindre étincelle de lumière, un gouffre d'obscurité qui aurait pu leur faire croire qu'ils étaient devenus aveugles s'il n'y avait pas eu les icônes fantomatiques des affichages tête haute de leur visière. En frissonnant, ils allumèrent les lampes des armures, dessinant de frêles halos blancs qui n'éclairaient que le vide et quelques poissons qui passaient sans s'arrêter, tels des spectres des profondeurs. Les sonars ne détectant absolument rien, ils nagèrent vers l'épave. Par rapport aux exoins dont ils s'étaient équipés autour de leur station, ces armures étaient particulièrement légères et peu sécurisantes. Seul Morgan avait un lance-harpon intégré au bras droit de la sienne, une nymphe A largement bricolée et améliorée. Les deux autres devaient se contenter de porter leurs armes à la main. Le seul avantage, c'est qu'ils ne seraient presque pas gênés s'il y avait des parties de l'émissaire de paix encore pressurisées. Ils nagèrent tout en haut, jusqu'au bloc de propulsion, scrutant la coque à la recherche d'impacts d'armes qui auraient pu expliquer le naufrage. Rien, absolument rien. Même les deux énormes hélices carénées étaient intactes. Le pont supérieur était inondé, de larges balafres ayant été ouvertes dans le blindage par les rochers saillants de la paroi sur laquelle il s'était écrasé. Par les déchirures béantes, comme autant de coups de griffe d'un titan, ils apercevaient des cadavres des membres d'équipage. Les blessures subies étaient terrifiantes. Entre l'impact, qui avait été d'une rare violence, comme si le navire avait foncé vers le fond sans même chercher à ralentir, et la compression explosive lorsque sa coque avait cédé, il ne restait des corps que des amas de chair brisée, au globe oculaire implosé, qui baignaient dans une eau teintée de rouge. Karlak, Ozintsev et Morgan faisaient le tour, donnant de lents coups de palme, comme s'ils ne voulaient pas déranger le silence de tombeau. Sur le canal radio qui les maintenait en contact, seul le bruit lourd de leur respiration se faisait entendre. Il y avait la possibilité de rentrer dans le sous-marin par les déchirures de la coque, mais il aurait fallu retourner chercher des outils. Ils firent donc le tour et s'approchèrent du sas arrière du navire, que l'on aurait pu qualifier de sas supérieur, étant donné la position du sous-marin. S'ils ne pouvaient entrer par le 4e pont du bâtiment veilleur, ils entreraient donc par le premier, celui occupé principalement par les machineries. Morgan, qui ne cherchait pas à être discrète, pirata l'entrée sans difficulté. La porte s'ouvrit en grinçant, le son lugubre se répercutant dans les ténèbres de l'océan Pacifique. Ils entrèrent sans problème, tous les trois dans le sas, les armures exozéro ne prenant qu'à peine plus de place qu'un être humain. L'intérieur était encore pressurisé, mais mieux encore,
Le pont était alimenté en électricité. Les éclairages étaient allumés, les portes n'avaient pas besoin d'être forcées et le sas fonctionnait. La pression commença à s'équilibrer, doucement, pour ne pas provoquer d'accident de décompression. Ils préféraient pouvoir ôter leurs armures en cas de problème et ne voulaient pas les garder pressurisées. L'atmosphère du navire était à 200 bars, soit 100 de plus que l'intérieur de leurs armures. La décompression prenait beaucoup plus de temps que la compression si on ne voulait pas que se forment des bulles de gaz dans le sang. Ils durent donc attendre pendant 2 bonnes heures. Lorsque le décompte fut enfin terminé, c'est au sol que la porte s'ouvrit, libérant un passage en chute libre sur près de 4 mètres avant de toucher une cloison fermée par une écoutille blindée. Ils avaient prévu le coup et s'étaient mis à l'abri sur les côtés de la pièce. Personne ne fut surpris par le gouffre s'ouvrant soudainement sous leurs pieds. Ils descendirent prudemment, en s'aidant du sol grillagé du navire veilleur qui faisait un mur facile à escalader. Ils se placèrent tous les trois autour de l'écoutille avant de l'ouvrir, prêts à réagir au moindre signe suspect. Un véritable capharnaüm d'outils et de pièces en tout genre avait volé dans tous les sens et s'accumulait au fond d'une grande pièce remplie de machines dont seul Morgan comprenait l'utilité. D'autres corps étaient aussi présents. Ils n'avaient pas subi de compression explosive, contrairement à ceux du pont supérieur, mais l'impact particulièrement violent de l'émissaire de paix contre le sol rocailleux avait fracassé les membres d'équipage contre les murs et contre les machines. Les bras et les jambes formaient des angles bizarres, les os saillaient au travers la peau, les visages étaient enfoncés et... « Celui-là est pas mort du choc, il s'est fait descendre », dit soudainement Carlac. Ses amis s'approchèrent prudemment et constatèrent qu'elle avait raison. L'homme, un soldat des veilleurs, avait un bras cassé, mais ce n'est pas ce qui lui avait été fatal. 3 balles de fusil d'assaut en travers de la poitrine avaient obtenu ce résultat. Bizarre, fit Ozinsef avant de glisser sur un gros meuble recouvert de voyants lumineux qui lui servait d'appui. Il tomba comme une souche, heurtant d'autres machines sur le chemin, et s'écrasa sur la cloison qui séparait les machineries d'un local de production d'énergie, quelques mètres plus bas. Il n'était pas blessé, hormis quelques bleus, et son armure n'était, fort heureusement, pas endommagée. « Ça va ?» cria Morgan d'en haut. « Ouais, » répondit-il d'un ton presque déçu. « Rien de cassé, ça aurait pu être pire. » Il releva la tête et tomba nez à nez avec un autre cadavre. Celui-là non plus n'était pas mort à cause du crash, loin de là. C'était un prêtre du Trident, un individu capable de maîtriser la mystérieuse force Polaris. Il portait encore la robe de son ordre, bleu marine, et frappé d'un trident cerclé de blanc. Il était relativement âgé, surtout pour ce monde dur et sans pitié, et devait avoir dépassé les 70 ans. Ses longs cheveux blancs épars étaient collés à son visage par le sang. Il avait été littéralement criblé de balles. Ozinsef se releva pendant que les 2 autres descendaient le rejoindre. Il jeta un coup d'œil autour de lui et constata qu'il était au centre d'une zone calcinée. De larges traînées noires partaient du cadavre et marquaient les cloisons sur près de 10 mètres. Plus haut, une demi-douzaine de cadavres, armés pour la plupart, étaient marqués par le feu électrique libéré par le prêtre. Leur peau craquelée, noirâtre, recroquevillée sur leurs gencives, leur faisait un sourire morbide. Les pouvoirs qu'octroyait la force Polaris, lorsqu'elle était maîtrisée, étaient terrifiants. « Ils sont battus entre eux ?» demanda Morgan pour elle-même sans s'attendre à une réponse. « Vraiment bizarre », répéta Ozinsef sur le même ton. Ils vérifièrent. Chaque homme et chaque femme dont ils trouvaient le cadavre était un membre de l'équipage du navire. Aucun signe d'une intrusion de pirates ou de pilleurs. Rien qui puisse expliquer que ces veilleurs aient pu se retourner les uns contre les autres. « Hé, c'est quoi ce truc ?» demanda Carlac en brandissant un petit serre-tête doré surmonté d'un symbole du trident. « Un inhibiteur de force Polaris », répondit Ozinsef froidement. « Il a dû l'enlever et le jeter pour se servir de ses pouvoirs. » La mutante empocha l'objet, et ils en profitèrent pour délester les soldats de leurs fusils. Tout ce qui pouvait se revendre était bon à prendre. Une fois chargés, ils reprirent leur descente et ouvrirent l'écoutille suivante. Carlac s'engouffra dans le passage et elle fut accueillie par une rafale de fusils d'assaut. Les détonations, dans un endroit si confiné, étaient assourdissantes, et Carlac entendit à peine les balles ricocher sur son armure. Le choc la secoua, mais les projectiles ne parvinrent pas à percer le blindage de l'Exo-0. Elle se jeta à couvert et cria « Oh, on se calme là-bas! On est là pour vous sauver !»
Une nouvelle longue rafale de fusils fut la seule réponse qu'elle reçut. Les balles ricochèrent dans tous les sens en projetant des gerbes d'étincelles. Karlak garda la tête baissée, bien caché derrière une échelle permettant d'accéder au pont supérieur. Ozinsef, penché au-dessus de l'écoutille, tenta d'apercevoir le tireur pendant qu'il essayait de le raisonner. « Nous sommes les secours, vous risquez plus rien. Dites-nous qui a coulé votre navire. »« Le mal, c'est le mal qui nous a coulés !» répondit une voix hystérique. « Le mal avec une majuscule ?» ricana le scientifique. « Rien que ça, vous faites dans les superstitions débiles maintenant chez les veilleurs ?» Il avait parlé sans réfléchir. La moquerie lui avait bêtement échappé. Un court instant d'étourderie, un échec critique. Le soldat, déjà les nerfs à vif, chargea en poussant un hurlement bestial. Il grimpait de la main gauche, en lâchant rafale sur rafale avec son fusil d'assaut. Ce que permet de faire l'adrénaline est impressionnant, mais une telle manœuvre lui interdisait toute précision et ses balles se perdirent dans les cloisons en tintant. Ozinsef se décala légèrement, sortit le haut de son buste de sa cachette, épaula son arme, aligna sa cible et tira. Le veilleur prit la balle dans l'épaule et bascula en arrière, retombant d'où il était parti. Karlak bondit en avant, contourna l'homme qui grognait de douleur en essayant de se relever et l'attrapa par le côté. Il essaya de se débattre, mais il ne faisait pas le poids contre la mutante aux muscles d'acier. « On se calme, j'ai dit !» grogna-t-elle. Le type continua de se débattre. Pendant qu'elle le maîtrisait, Morgan et Ozinsef descendirent à leur tour et le médecin polarien essaya de rattraper sa bourde. « Ne vous inquiétez pas, nous avons répondu à votre message de détresse. Nous sommes là pour vous aider. »« Quel message de détresse, hein? Quel message de détresse ?» ?»« Votre navire, il émet un SOS. Nous y avons répondu. Que s'est-il passé? Que vous est-il arrivé ?» Le soldat, dont l'épaule saignait abondamment, s'agitait un peu moins. Son visage déformé par la panique commençait à se détendre, à moins qu'il ne soit simplement à deux doigts de tourner de l'œil. Dans tous les cas, il ne hurlait plus. C'était un progrès. « Le mal est entré. »« Entré dans votre navire ?» s'inquiéta Morgan. « Non, en nous. Le mal est entré en nous. Soudainement, il était là, d'un coup, sans prévenir. » Sa voix se faisait de plus en plus pâteuse. Ozinsef l'allongea sur le sol, ou plutôt sur le mur qui faisait office de sol, et ôta les bras de son armure pour accéder à son kit de premier secours et pour pouvoir s'en servir. Même si l'exo-zéro est maniable, recoudre une plaie avec des gants blindés est assez peu pratique. En quelques minutes, d'une main experte, il avait enlevé les débris de sa balle, clampé les plus grosses veines et recousu. L'homme était pâle et dodelinait de la tête. Il n'avait pas perdu connaissance encore, mais il n'y avait plus grand-chose à tirer de lui. Ils l'attachèrent, autant pour sa sécurité que pour la leur, et le laissèrent là, en promettant de revenir le chercher. Roman ouvrit la dernière écoutille de ce pont pour entrer dans le PC sécurité. Un ordinateur au fond de la pièce semblait encore intact, et il commença à fouiller dans les données. Rapidement, il put lire le briefing de mission des veilleurs. Le navire, la frégate baptisée l'Émissaire de paix et affrété par l'OESM, était en visite diplomatique à Kéris. Les hégémoniens ont fait une découverte suffisamment importante pour dépêcher l'Atlantis, leur navire amiral, avec la première flotte près de Fuego Liberdad. Étant donné le secret autour de cette découverte, les veilleurs supposaient que c'était un dépôt généticien ou azurien, que la loi les obligeait à partager s'ils le déclaraient. Au lieu de ça, ils avaient pris possession de la petite station, en détournant les lois sous-marines à leur avantage. Depuis, de nombreux mouvements de leur flotte avaient été signalés aux quatre coins du globe, particulièrement aux frontières avec la Ligue Rouge et avec la République du Corail. Beaucoup de choses inquiétantes, donc, que le diplomate du culte du Trident devait démêler. L'émissaire de paix était de retour de sa mission, en route pour Pandevin, 600 km au sud-ouest de l'endroit où il s'était échoué. Intéressant, mais ça ne nous avance pas beaucoup, maugréa Roman en continuant sa lecture. Un peu plus loin, dans un sous-dossier d'archives, il trouva l'historique de détection sonar. « Merde !» murmura-t-il. « Quoi ?» demanda Karlak. « La dernière détection sonar enregistrée. C'est un animal marin de grande taille, catalogué comme probable pieuvre kraken. »« Merde !» répondit Karlak. « Mais c'est pas possible, on peut pas avoir la guigne à ce point !» s'exclama Morgan. Le scientifique afficha une carte sur l'écran du terminal. Depuis perdition, l'innommable avait eu 2 possibilités de fuite s'il ne voulait pas passer près de grandes stations.
l'est ou l'ouest. Et il était parti à l'ouest, ce qui l'avait obligé à longer la côte américaine, remonter le canal de Panama et plonger à égale distance entre les deux stations Raux et Coiba, puis remonter un peu vers le nord pour passer au large de Manag. Ozintsev suivit du doigt le trajet de la créature, traçant du même mouvement le trajet qu'ils avaient eux-mêmes effectué. « Si, c'est logique, dit-il. L'Innommable et nous avons établi notre plan de route avec exactement la même exigence, la discrétion. » Il enchaîna sans marquer de pause. « Karlak, tu peux aller me chercher un cadavre, s'il te plaît ?» Morgan ouvrit de grands yeux, mais la mutante ne posa pas de questions. Elle tourna les talons et sortit de la pièce. On entendit un grognement lorsqu'elle souleva le corps d'un des veilleurs, et, rapidement, elle fut de retour avec un ancien membre de l'équipage de l'émissaire de paix. « Tiens » grogna-t-elle en lâchant le corps aux pieds du médecin. Ozintsev sortit un couteau et, un peu grossièrement, entreprit d'ouvrir l'occiput de l'infortuné marin. Il ne trouva aucune trace du parasite qui avait attaqué Perdition. L'influence de l'Innommable a dû grandir. Il n'a eu besoin que de sa puissance psychique pour rendre ces gens fous. « Super ! Et vous voulez ramener ce type dans notre navire ?» demanda Morgan en désignant le veilleur à moitié dans les pommes. « Bah, on va pas l'abandonner !» répondit Karlak. « Ça se fait pas !» Le médecin polarien se leva et haussa les épaules. « On verra au retour. Allons voir le reste du navire. » Dans la pièce précédente, ils empruntèrent l'échelle, maintenant horizontale, qui permettait d'accéder au second pont. Lorsqu'ils ouvrirent les coutilles, la porte en face d'eux avait un attrait tout particulier. L'inscription qui l'ornait indiquait « Réserve des armures ». Blonk ! Un bruit métallique et lointain avait retenti plus loin dans le navire. « Chut !» murmura Karlak. « Soyez discret !» À pas de loup, presque aussi silencieusement que si elle avait été pieds nus, elle avança jusqu'à la porte qui cachait un potentiel trésor. Morgan la suivit rapidement et Ozintsev essaya de faire de même. Il fit 3 pas avant de trébucher sur le bord d'une plaque métallique tordue qui dépassait du sol. Il s'écrasa de tout son long, provoquant un bruit perçant qui avait dû s'entendre sur toute la longueur du pont. « Merde !» fit-il à nouveau. Ils se réfugièrent dans le stockage des armures de plongée et retinrent leur souffle en tendant l'oreille. Aucun bruit, aucun pas qui s'approchait, aucun fou furieux qui les attaquait. Au bout de quelques instants, Morgan craqua la première et se retourna pour découvrir le butin. La plupart des armures étaient manquantes, probablement empruntées par des gens qui avaient essayé de fuir l'émissaire de paix. Étant donné qu'il n'y avait aucune station à moins de 200 ou 300 kilomètres, leurs chances de survie étaient plutôt maigres. Il restait 2 exozéros Euridal, en excellent état. C'étaient des armures légères et basiques, comme celles que portaient Ozintsev et Karlak, mais ça coûtait un joli paquet de sol. Ils commencèrent aussitôt à les démonter pour les transporter. L'une d'elles fut mise d'autorité au soldat veilleur qui gémit doucement en sentant qu'on le déplaçait. Quelques minutes plus tard, ils étaient au sas, attendant patiemment la compression à 300 bars. Et une demi-heure plus tard, ils entraient dans leur propre sous-marin, sanglaient leur invité à une couchette, et Ozintsev lui prépara une sédation bien massive, qu'il se fasse la bonne nuit de sommeil dont il avait cruellement besoin. À peine avaient-ils déposé leurs trouvailles dans les soutes de leur navire qu'ils repartaient, non sans s'être équipés d'un découpe carlingue au plasma, pour entrer par l'extérieur dans le pont inondé. Morgan entreprit d'agrandir l'une des déchirures de la coque pour qu'ils puissent entrer pendant qu'Ozintsev et Karlak scrutaient l'écran de leur sonar dans la crainte de voir apparaître un point. Leur angoisse allait grandissante alors que la technicienne travaillait. La moindre impression de mouvement dans les ténèbres qui les entouraient pouvait être un tentacule de l'Innommable. « S'il était près de nous, nous sentirions l'influence psychique qu'il exerce », murmura Ozintsev sur la radio, comme s'il avait deviné les craintes de son ami. « Sauf s'il a appris à la masquer », répondit Karlak. Le médecin grogna, sans daigner répondre. « Ça y est !» s'exclama Morgan au bout d'une demi-heure. Ils s'engouffrèrent dans la brèche et tombèrent sur la passerelle. Les membres d'équipage qui flottaient çà et là étaient en plus mauvais état encore que ceux des ponts inférieurs. En plus du choc dû à l'impact, ils avaient subi les ravages d'une compression violente et explosive. Leurs globes oculaires, leurs poumons et généralement tous leurs organes creux avaient implosé, laissant des cavités béantes au milieu de leur visage et de larges nuages de sang qui suintaient de tous leurs orifices et teintaient l'eau en rouge. Les lampes des armures traçaient des cônes écarlates dans l'obscurité, rendant l'atmosphère plus cauchemardesque encore. « On trouvera rien ici, dit Ozintsev. On bouge.
D'après le plan que j'ai trouvé sur l'ordinateur du PC sécurité, l'armurerie devrait se trouver au pont inférieur. Suivez-moi. Il partit devant, agitant ses palmes avec lenteur, s'agrippant au mur pour se diriger plus facilement, il redoublait de vigilance, faisant très attention à ne surtout pas toucher l'un des cadavres qui semblaient les regarder passer de leurs orbites vides. Il arriva à l'écoutille, qui s'ouvrit sans difficulté. Il n'y avait vraiment que l'avant de l'appareil à avoir été déformé par le choc. Il passa au travers, tête la première, pour arriver dans les soutes envahies par l'obscurité. Un mouvement attira son attention. Il leva sa lampe juste à temps pour voir arriver sur lui un tentacule jaune rayé de noir. Il eut un réflexe foudroyant. Il se retourna, avec la vivacité d'un ralynx, et nagea frénétiquement vers l'écoutille qu'il venait de passer. Comprenant qu'il y avait un souci, Karlak et Morgan tendirent les bras pour l'attraper. Ozinsef fit de même. Ses mains essayèrent d'attraper celles de ses amis, à quelques centimètres du contact. Mais un choc fit trembler sa jambe gauche, alors que le tentacule s'enroulait autour et tirait vers l'arrière avec une force incroyable. En un instant, le scientifique polarien aux yeux exorbités par la terreur disparut dans les ténèbres. Karlak et Morgan n'hésitèrent pas un instant et se précipitèrent à la suite de leur ami. Au centre de la soute de l'émissaire de paix, chichement éclairée par les lampes fixées au casque des armures, se trouvait une pieuvre tigre d'environ 5 mètres de long, qui tenait fermement Ozinsef dans 2 de ses tentacules. L'homme se débattait frénétiquement, sans parvenir à aucun résultat. Karlak épaula son lance-harpon et tira sans viser. Le trait fila à travers l'eau, laissant derrière lui une petite traînée de bulles qui brillait dans la lumière, et se ficha en plein dans l'œil de la créature. Si une pieuvre pouvait crier, elle l'aurait sûrement fait. Dépourvue de cordes vocales, elle se contenta de lancer sa proie contre un mur, en un mouvement qui ressemblait furieusement à un geste de colère. Ozinsef s'écrasa contre la cloison. Son armure encaissa violemment mais sans céder. Le choc l'avait un peu secoué mais il allait bien. Il entreprit de se rétablir quand la pieuvre chargea Karlak. Morgan tendit son bras droit, dans lequel était intégré un lance-harpon de plus gros calibre. Elle tira, et fit mouche elle aussi. La flèche disparut totalement dans le corps de la pieuvre, dont le sang commençait à former des nuages bleutés dans l'eau de la soute. Elle essaya d'attraper Karlak de ses tentacules lorsque le harpon tiré par Ozinsef se ficha dans son dos. C'en était trop pour la créature, qui lâcha un impressionnant nuage d'encre noire et disparut par une fissure dans la coque. En une seconde, plus personne ne pouvait rien voir, et ils se dirigèrent à tâtons vers l'écoutille qui leur permit de sortir. Ils refermèrent derrière eux, soufflèrent quelques secondes, puis ils nagèrent vers la cabine du capitaine et l'armurerie juste à côté. Le commandant de l'émissaire de paix n'avait pas eu plus de chance que ses hommes. Il était de toute évidence dans sa cabine au moment de l'attaque, et il y était toujours, flottant, l'uniforme encore impeccable, ballotté par les remous provoqués par les armures. Son pad était tombé au sol, dans un coin, et il semblait encore en bon état. « Vive les équipements étanches !» dit Morgan en s'en emparant. Pendant qu'elle cherchait le mot de passe du journal de bord du capitaine, les 2 autres entreprirent de piller l'armurerie. Ils attachèrent ensemble une demi-douzaine de fusils, autant de pistolets, 2 caisses de munitions, quelques grenades flash et fumigènes, 3 dagues neurales et, cerise sur le gâteau, un drone de reconnaissance encore dans son emballage. Il leur fallut 2 allers-retours pour ramener tout ça à leur sous-marin. « Ah, ça y est, j'ai trouvé !» s'exclama Morgan au bout de 2 heures. « Eh ben, le mot de passe, c'était pas sa date de naissance, hein !» Elle lut quelques instants avant de résumer. « Ouais, ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. Les hégémoniens préparent bien un truc. Il en était certain, même si ces ordures se sont bien foutus de leur gueule. Les réponses officielles sont des mouvements de troupes d'entraînement et des exercices divers. À Fuego Liberdad, ils s'accrochent à leur version, à savoir qu'ils sont intervenus pour défendre la station contre un groupe de pirates, qu'ils avaient probablement embauché eux-mêmes si j'en crois ce cher capitaine décédé. « Ouais, comme si on n'avait pas assez d'emmerde, » maugréa Karlak. « Attends, c'est pas fini, et la suite est déjà nettement plus marrante. Ils n'étaient pas les seuls à être entrés dans ce dépôt. On a signalé la présence d'un autre navire, un navire qui s'en est pris à l'Atlantis lui-même, et qui a réussi à faire suffisamment de dégâts pour pouvoir le fuir. »« Impossible ! L'Atlantis est une foutue base de combat mobile. Il fait 3 kilomètres de long, bon Dieu !» s'exclama Karlak en faisant de grands gestes. « Personne n'a la moindre chance face à un mastodonte pareil !»« Eh ben, d'après ce que dit ce journal, un navire a pourtant réussi. » L'Argonaute. « Pardon ?» s'étrangla Ozinsef. «
C'est pas une légende, lui? Tel crâne ralgique s'est battu contre l'Atlantis, s'étouffa Carlac. Bah, c'est ce que pensait ce type, en tout cas, répondit Morgan en montrant le cadavre du capitaine. Et il précise même qu'il a dû fuir en emportant quelque chose. Les Gémoniens le cherchent activement, très activement, bien trop activement pour que ce soit uniquement pour réparer leur ego meurtri. Malgré leurs efforts, ils ne trouvèrent rien d'autre d'utilisable ou d'intéressant dans la partie inondée du navire. Entre le choc et la compression explosive, les dégâts étaient trop importants. Ils sortirent à nouveau et se dirigèrent vers le sas pour finir l'exploration des 2 premiers ponts. À l'entrée du sous-marin, une écoutille permettait de monter, rejoignant directement la zone d'où venait le bruit qu'ils avaient entendu. Carlac l'ouvrit doucement, redoutant le moindre grincement qui aurait pu trahir leur position, et passa sa tête rouge et cornue par l'entrebâillement. Rien en vue, sinon une petite zone de transit entre le local de batterie et celui de l'infirmerie. Une écoutille de chaque côté, en haut et en bas dans le cas présent, étant donné l'inclinaison de l'appareil. Elle perçut aussitôt quelques grattements venant du dessus, de petits bruits, comme ceux que ferait un ralynx dans un faux plafond. C'était le stockage des réserves d'énergie, une grande pièce remplie d'énormes batteries cylindriques, hautes de 2 mètres et larges d'autant. L'écoutille était fermée et le bruit venait indiscutablement de là. Sans hésitation, la mutante frappa. Toc toc toc. Y a quelqu'un? Le bruit cessa immédiatement. Morgan fit les yeux ronds, et même Ozinsef parut un peu surpris. Pour la discrétion, c'était raté. Bah quoi? Fit Carlac en voyant leur tête. La dernière fois que je suis entré dans un compartiment occupé, on m'a tiré dessus. On est les secours! Cria Ozinsef en haussant les épaules. Aucune réponse. Carlac commença à ouvrir doucement l'écoutille, elle tourna l'axe de 90 degrés, sans se presser, et poussa la porte de quelques centimètres. Y a quelqu'un? À nouveau, aucune réponse. Les lumières étaient éteintes de l'autre côté, et elle ne voyait rien, si ce n'est les silhouettes imposantes des batteries les plus proches. Une véritable armée aurait pu se cacher dans ce local sans qu'elle ne puisse voir personne. Accrochés aux grilles qui recouvraient le sol et leur permettaient de grimper, Ozinsef, pris d'impatience, lâcha une courte rafale de fusil d'assaut en direction de l'une des batteries. Un petit cri de frayeur et de surprise retentit. « Au moins, on sait qu'il y a quelqu'un », dit-il à ses 2 amis qui le regardaient à leur tour avec de grands yeux. « Barrez-vous » cria soudain une voix grave. « On gobera pas vos mensonges !» Carlac fit mine de refermer l'écoutille, mais Roman s'interposa et chercha à calmer leur interlocuteur. « De quoi vous avez peur ? Nous sommes là pour vous sauver. On a un navire à côté. On peut vous sortir de là. On a déjà récupéré un de vos copains. » « Vous rigolez » répondit la voix, entre agressivité et angoisse. « Vous croyez qu'on va se faire avoir, après tout ce qui est arrivé ?» Ils échangèrent une poignée de phrases. Le marin des veilleurs semblait de plus en plus calme à chaque échange, et ils se prirent à espérer qu'il revienne à la maison sans qu'il y ait besoin de lui coller une balle. Soudain, l'écoutille à leurs pieds grinça et commença à s'ouvrir. Aussitôt, Carlac claqua celle d'en haut, la maintenant fermée d'une main et braquant son fusil entre ses jambes de l'autre. Un jeune homme, sans doute moins de 25 ans, au teint pâle et aux yeux vides, passa d'abord les mains, puis un visage hésitant, par l'ouverture. « Tirez pas, s'il vous plaît, » dit-il d'une voix atone. « Hé, mais vous êtes qui, vous » s'écria Morgan alors que le type entrait dans la pièce sans baisser les mains. « Dale, je m'appelle Dale. J'étais infirmier. »« Et vous êtes tout seul ?» demanda Ozinsef que la paranoïa gagnait. « Ouais, je suis Dale et je suis tout seul depuis l'accident. » De toute évidence, les assauts psychiques de l'innommable avaient fait de sérieux dégâts dans la tête de ce pauvre type. « Et vous allez bien ?» demanda le médecin polarien en avançant pour ausculter le naufragé. Dale recula précipitamment, levant les bras comme pour se protéger. « Ça va, dit-il. Je vais bien. »« Je suis docteur, » continuait Ozinsef d'une voix douce, sans arrêter son examen. « Je veux juste vérifier que vous êtes en bonne santé. Où étiez-vous quand votre navire s'est échoué? Vous vous rappelez ?» C'était étrange. Le type réagissait lentement, il semblait sous le choc, mais il ne présentait aucune blessure visible. Les mains du médecin continuaient leur exploration sans brusquerie, tâtant les avant-bras ou les épaules, faisant très attention à ne pas se montrer trop intrusif. Dale reculait toujours, et il faisait des tours de la petite pièce, pas après pas, tout en continuant de discuter. Je dormais. Je dormais quand on s'est échoué. »« Vous dormiez ?» s'étonna Morgan. « Où ça ?»
Aucune fracture, aucune meurtrissure visible. Ozinsef avait réussi à lui faire remonter ses manches et il n'y avait même pas un bleu sur sa peau pâle. À l'infirmerie. Il y a un lit à l'infirmerie. Il avait les yeux vides, mais il avait arrêté de reculer. Le médecin avait fait un pas en arrière, cherchant à comprendre comment son patient pouvait être en aussi bon état après avoir vécu un accident pareil, surtout s'il était en train de dormir au moment du choc. Était-il possible que certaines personnes ne soient pas sensibles à l'influence psychique de l'innommable ? Comment aurait-il pu ne pas se réveiller alors que tout le navire était devenu fou ? Peut-être, au contraire, avait-il été si submergé par la terreur qu'il avait perdu connaissance ? « Mais vous êtes pas tombé ?» demanda-t-il. « Non, non, j'étais attaché. » Morgan leva les yeux au ciel et Carlac serra les mains sur son fusil. « Comment ça attaché ?» demanda le médecin. « Qui vous avez attaché ?»« Moi je m'attache pour dormir. » Ce fut Ozinsef qui recula cette fois, s'éloignant un peu plus de l'homme étrange. « Mais pourquoi ça ? Pour ne pas tomber. Des fois je tombe sinon, alors je m'attache. » Le canon du fusil de la mutante monta subtilement. Roman avança et reprit son examen du survivant. Un petit détail attira son attention, un détail qui avait des conséquences énormes. Il se força à sourire et rabattit la manche de Dale sur son bras. « Vous allez super bien !» dit-il d'un ton faussement enjoué. « Mais j'aimerais quand même voir cette infirmerie. Vous pouvez nous y emmener ?»« Ouais, bien sûr !» bafouilla l'homme. Il fit demi-tour et retourna à l'écoutille dans laquelle il s'engagea avec des gestes étonnamment fluides. Dès qu'il eut passé de l'autre côté, levant les yeux pour vérifier que les trois autres le suivaient, Ozinsef claqua l'écoutille et la verrouilla. Sans lâcher le volant, pour éviter que Dale ne rouvre, il s'expliqua. « C'est pas un humain, c'est un Protéus qui a pris forme humaine. Il n'y a pas de circulation sanguine, faut qu'on se barre d'ici. »« On peut pas, » répondit Carlac. « Il faut qu'on passe par le sas. Et on y restera pendant l'égalisation des pressions. On sera vulnérable pendant ce temps. »« Tu crois qu'il sait pirater un sas ?» demanda Morgan. « Qu'il pourrait ouvrir la porte sans pressuriser avant ou nous asphyxier en faisant le vide ?»« Aucune idée, » répondit le médecin impuissant. « Et comment on bute un Protéus ?» demanda Carlac, toujours pragmatique. Fit Ozinsef en cherchant dans ses souvenirs. Si je me rappelle bien, les balles, les coups tranchants ou contondants, le feu, le froid, tout ça, ça lui fait pas grand-chose. Il est très sensible à l'acide, cependant, et pas du tout à la pression. En gros, c'est une amibe qui a pris forme humaine. « Ça va être pratique, hein, » maugréa la mutante. Le Protéus avait collé son visage à la petite vitre qui ornait l'ouverture. Il restait là, totalement impassible, ne sillant pas, ses yeux bleus presque transparents rivés dans ceux du médecin qui tenait fermement la poignée. « Hé, attends-nous! On va te chercher une armure et on revient !» cria Carlac, sans provoquer la moindre réaction chez Dale. Ozinsef la regarda de travers. « Bah, je sais pas, moi je tente des trucs !» se justifia-t-elle. Morgan leva les yeux vers l'écoutille du haut, qui s'était légèrement entr'ouverte. « Vous êtes pas avec lui ?» demanda la voix grave, presque dans un murmure. « Bah non, on s'échine à vous le dire !» s'exclama-t-elle. « On est les secours !» Son visage s'éclaira soudain et elle continua. « Les batteries de votre local, elles sont en bon état ?»« Ouais, » répondit la voix, dubitative. « Il y a de l'acide dans les batteries. On peut monter ?» Il y eut des bruits de chuchotement. Le type discuta quelques instants avec d'autres personnes avant de répondre. « Ouais, mais juste toi. Et tu te tiens à carreau. »« Vous êtes combien là-dedans ?» demanda Ozinsef. « 5, et on est armés, » répondit l'homme. Morgan haussa les épaules et grimpa. Elle passa la tête dans l'écoutille pour constater que 2 autres personnes, en plus de celui qui parlait, étaient en position, fusil épaulé, la tenant nerveusement en joue. Elle voyait 2 hommes, visiblement des soldats veilleurs, et une jeune femme en tenue de technicienne qui ne devait pas avoir atteint ses 16 ans et qui tenait son fusil en tremblant. Ils fermèrent derrière elle. La mécano n'y prêta pas plus attention que ça. Elle se précipita vers les placards. « Wow, on se calme !» s'écria le plus âgé, celui qui leur parlait depuis le début. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Des récipients pour contenir l'acide des batteries et la balancer sur le Protéus. » Les 3 veilleurs hésitèrent un court instant avant de se résigner. « Là-dedans, dit la jeune femme en désignant un espace de stockage. « Il y a des bidons d'huile, mais vous pouvez les vider, on n'en a plus l'usage. »
Morgan les attrapa rapidement, les vida directement par terre et entreprit de les remplir avec l'acide des batteries. Dès qu'elle en eut rempli suffisamment, ils redescendirent ensemble. Le veilleur fit les présentations. « La jeune femme, c'est Sarah, et lui, c'est Josh, » dit-il en désignant ses deux compagnons. « Moi, je m'appelle Barnal. »« Enchanté, je suis Karlak, et voici Romano Zinsef et Morgan, » répondit la mutante avec un grand sourire garni de dents pointues. Le médecin polarien se contenta d'un hochement de tête sans cesser de surveiller Dale le Protéus, toujours collé au petit carreau. Il n'avait pas bougé d'un millimètre, n'avait pas cligné les yeux, ni exprimé le moindre commencement d'émotion. Il se contentait de rester là, suspendu juste sous l'écoutille, comme un mannequin de cire qu'on aurait posé contre la vitre. « Vous n'êtes pas 5, donc, dit-il froidement. Je me suis dit que gonfler un peu les chiffres pouvait pas nuire, répondit le veilleur. Morgan et Barnal portaient 4 bidons remplis d'acide, et le médecin y jeta un coup d'œil. Ce fut bref, presque imperceptible, mais ça suffit au Protéus. Lorsqu'il ramena ses yeux sur le petit carreau de la porte, la créature avait disparu. « Merde, mais où il est passé ?» Ils eurent beau scruter sous tous les angles, impossible de l'apercevoir. Il semblait s'être évaporé. Carla couvrit l'écoutille. Elle descendit avec prudence, observant dans tous les recoins où elle pouvait imaginer qu'un monstre à forme humaine puisse se cacher. Étant donné qu'elle faisait face à un couloir qui séparait l'infirmerie à droite d'un atelier de maintenance à gauche, il n'y en avait pas beaucoup. Elle continua sa descente prudemment, suivie de près par ses amis et les 3 veilleurs. Certains tenant fermement leur fusil d'assaut, les autres prêts à asperger d'acide le moindre truc qui bougerait. Karlak et Ozinsef, en première ligne, étaient en armure et ne craignaient pas les éclaboussures. La mutante se précipita soudain sur la porte de l'atelier, qu'elle verrouilla brusquement. C'était mal fermé. Il s'est peut-être planqué là ? C'était une possibilité, mais ce n'était pas la seule. Elle ne lâcha pas la poignée pendant qu'Ozinsef ouvrait la porte de l'infirmerie en face. Il tomba sur un spectacle immonde. Un corps éventré était encore attaché à la couchette d'examen, son visage lacéré de coups de scalpel et ses tripes pendant vers le bas, dessinant d'étranges lianes luisantes de rouge et de brun. Divers organes avaient eux aussi glissé, certains pendaient encore, d'autres étaient allés s'écraser en bas lorsque le navire s'était échoué. Au milieu des viscères gisait le médecin de bord, sa blouse blanche entièrement teintée de carmin, un trou tout net dans la tempe droite. Sa main tenait encore le revolver avec lequel il avait mis fin à ses jours. Roman ne s'y a même pas. Il chercha longuement le Protéus des yeux, sans le trouver. « Il n'a pas l'air là, t'as raison, Karlak, » dit-il en se retournant. « Il doit être planqué derrière ta porte. »« Super, du coup on fait quoi ?» demanda-t-elle. « Vous avez un poste à souder ?» demanda Morgan à Sarah. Ils ne commencèrent à se détendre qu'une fois à l'abri dans leur petite corvette. Il avait fallu faire un aller-retour supplémentaire pour ramener 3 armures de plongée aux veilleurs. Ils avaient dû patienter dans leur navire pendant ce temps, seuls avec des cadavres et un Protéus qui les chassait. Ils s'étaient accrochés à l'espoir que le plan fonctionne et à celui que leurs 3 nouveaux amis ne les abandonneraient pas. Avec Sarah et Ozinsef, Morgan était descendu tout en bas de l'appareil pour récupérer les 2 postes à souder de l'atelier des armures. Ils avaient ensuite soudé toutes les portes sur leur chemin, sans oublier les bouches d'aération par lesquelles le Protéus pouvait sans doute passer. Ils avaient failli ne pas y penser, mais, alors qu'ils élaboraient leur plan, Karlak s'était soudain écrié. « Eh, mais si c'est un genre d'amibe, il peut sans doute passer par des tuyaux de ventile, non ?» Personne ne savait si c'était possible. Dans le doute, ils bouchèrent tous les passages, même ceux qui étaient trop étroits pour un rat. Dès qu'ils avaient commencé à souder l'écoutille de l'atelier, derrière laquelle ils soupçonnaient la créature de se cacher, la voix éraillée et inquiétante de Dale avait croassé à travers la porte. « Vous ne faites que gagner un petit peu de temps. Le règne des bipèdes de la surface est terminé. Les créatures des abysses sont un nouveau dieu. » Ils n'étaient pas restés pour en débattre. Dès qu'ils avaient été réunis dans leur petit navire, Morgan avait mis le cap sur Pontevin pour ramener les veilleurs survivants chez eux. Après une journée de navigation, il s'était enfin senti en sécurité. Le blessé s'était réveillé et reprenait lui aussi ses esprits. Le sonar émit soudainement un sifflement d'alerte. Morgan, toujours aux commandes, cracha un juron à l'encontre du sort qui s'acharnait sur eux et elle éteignit les propulseurs de la corvette. Ozinsef, plus calme, essaya vainement d'identifier le contact. Droit devant eux, 300 mètres plus haut, le petit point vert menaçant clignotait sur l'écran, résistant à toutes les tentatives pour obtenir plus d'informations.
Carlac et Barnal déboulèrent à leur tour dans la cabine de pilotage. « Ils nous ont repérés !» demanda la mutante en chuchotant. La pilote écarta les bras dans un geste d'impuissance en répondant « Je sais ». Le ping de sonar actif les fit tous sursauter. « Oui », termina Morgan d'un air sinistre et sans prendre la peine de chuchoter. « Ils nous ont repérés. » Un second ping résonna presque aussitôt. « C'est bon signe, ça !» s'exclama Carlac. « En langage universel des océans, il s'annonce. Réponds, Roman !» Le médecin polarien émit un ping actif à son tour, identifiant par la même occasion le contact qui lui résistait encore. « C'est un foutu croiseur de combat ! Un navire monastère du culte du trident !» Une pointe d'exultation perça dans sa voix habituellement froide et insensible. Barnal poussa un long soupir de soulagement. « Je vais prévenir les autres. Que la force Polaris soit louée, dit-il. On est sauvés. » L'immense navire, baptisé le Vengeance des Justes, faisait un peu plus de 250 mètres de long et d'étranges sculptures rondes le décoraient et lui donnaient un air gothique. Un chapiteau à l'ancienne se dressait sur la coque cylindrique et de nombreuses trappes de blindage amovibles abritaient un nombre impressionnant d'armes diverses. Heureusement, toutes restaient fermées. Après un premier contact par radio, Morgan fit accoster la corvette à un sas déployable et ils égalisèrent les pressions. Leur porte s'ouvrit sur un petit boyau articulé et ils marchèrent jusqu'au sas du croiseur, conscients que le moindre défaut d'étanchéité les condamnerait à la noyade. Morgan tapa 3 fois dessus avec une clé à molette et le vacarme métallique les fit grincer des dents. La porte s'ouvrit sur 2 hommes aussi différents qu'on peut l'être. Le premier était grand, les cheveux blonds coupés en brosse et la mâchoire carrée et volontaire. L'autre, sans être petit, était moins impressionnant dans sa longue robe. Sa peau était noire et un fin inhibiteur doré ceignait son crâne glabre. « Messieurs, dames, bienvenue à bord du Vengeance des Justes, » dit le grand blond. « Je suis le capitaine Ange Serdak, et voici le prêtre du Triton, Daolen. »« Enchanté, » intervint l'intéressé, dont la douceur de la voix contrastait avec la sécheresse de celle de son capitaine. 6 autres soldats se tenaient prêts à agir dans la coursive. La confiance n'était pas encore tout à fait de mise. Les veilleurs rescapés avancèrent pour confirmer leur sauvetage, et la tension diminua d'un cran. Serdak demanda aux 3 amis de lui faire un rapport et les accompagna dans une salle de réunion, pendant que ces hommes emmenaient le veilleur blessé à l'infirmerie. Le premier à parler fut Barnal, qui raconta le début de l'histoire. Comment l'équipage de l'émissaire de paix était soudainement devenu fou et paranoïaque. Comment le prêtre qu'ils avaient à bord avait attaqué ses compagnons. Et comment lui et une poignée de marins avaient réussi à survivre jusqu'à l'attaque d'un Proteus qui avait tué 4 d'entre eux et repoussé les autres jusque dans le local batterie où ils s'étaient barricadés. Ozinsef avait pris le relais pour raconter comment, alors qu'ils étaient en mission pour un noble de Kéris, ils avaient reçu le message de détresse et y avaient répondu. Il narra leur découverte et l'état dans lequel ils avaient trouvé le navire. Bien sûr, tout le monde savait qu'ils s'étaient servis et qu'ils avaient emmené du matériel de valeur, mais personne n'y trouva rien à redire. Les lois sous-marines précisaient bien qu'une épave n'appartenait qu'à celui qui la découvrait. Ni Serdak ni Daolen n'eut envie de pinailler sur le fait qu'il y avait des survivants, donc que l'émissaire de paix n'était pas encore une épave au sens juridique. Mais l'un comme l'autre n'était pas né de la dernière pluie, et ils se doutaient bien qu'il y avait plus à raconter. Carlac demanda alors à parler au capitaine et au prêtre, mais seul à seul. Sarah, Josh et Barnal les saluèrent avec beaucoup d'émotion, répétant qu'ils leur devaient la vie et qu'ils ne l'oublieraient pas. Le prêtre du Trident les regarda faire avec un petit sourire un peu paternaliste. Dans leur histoire, ils ne cachèrent pas grand-chose, excepté l'origine de leur sous-marin. Les veilleurs apprirent, avec inquiétude mais sans surprise, l'existence d'un nouveau monstre, aux capacités hors normes, créé par Lénis, le scientifique renégat de chez Cortex. Ils écoutèrent le récit de l'attaque de leur station par les larves de l'innommable, la découverte du laboratoire à 2 pas de chez eux, et même l'arrivée de la fausse délégation hégémonienne. La seule hésitation fut au moment de donner le nom de la station. Perdition n'avait que peu de défense et le réflexe était profondément ancré parmi la population sous-marine. On ne donne pas les coordonnées d'une petite station à n'importe qui. Mais les veilleurs n'étaient pas n'importe qui, et Perdition était déjà sur leur carte. Ozinsef finit donc par leur indiquer qu'il venait de là. C'était sans doute une bonne idée, car Serdak demanda l'autorisation d'envoyer une frégate étudier ce qu'il restait du laboratoire de Lénis, et précisa qu'il demanderait qu'elle soit envoyée avec du matériel et des techniciens pour aider aux réparations. « C'est le moins que je puisse faire, » dit-il de sa voix autoritaire. « Votre comportement a été exemplaire.
Beaucoup n'auraient pas pris le risque de répondre à cet appel de détresse. De plus, les informations que vous venez de nous donner sont importantes. L'OSM, les veilleurs et le culte du trident ne sont pas des ingrats. Avec votre permission, je noterai aussi vos noms dans nos bases de données. Ces notes ne sont accessibles qu'aux responsables et aux gradés. Mais si jamais vous avez besoin d'aide à votre tour, sachez que vous pourrez aller nous trouver, où que vous soyez, et que nous ferons notre possible pour payer notre dette. Une fois réglées les formalités administratives restantes, qui furent courtes, Morgan, Ozinsef et Karlak retournèrent dans leur navire pour reprendre leur route. Prochaine étape, Arche, pour essayer d'y rencontrer une lieutenante de Malgo Huitpattes, chef de la confrérie des araignées. Des pirates.